Un entrepreneur millionnaire rentre à son domaine viticole et voit quelque chose qui paralyse son monde. Ses 2 filles jumelles, qui sont restées dans un silence total pendant 3 ans après la mort de leur mère, courent et riant au milieu des vignes. Mais le choc vient quand il voit qui est avec elle. La nouvelle employée de maison, une femme qu'il connaît à peine. En quelques jours, cette femme a réussi ce que les meilleurs thérapeutes et tout son argent n'avaient pas pu faire, rendre la joie à ses filles. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est qu'à l'intérieur de ce manoir silencieux, une guerre était sur le point de commencer. Et quand la vérité éclatera, enfin à la table de la salle à manger, les fillettes elles-mêmes révéleront un secret si profond qu'il changera cette famille pour toujours. Commentez d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où va cette histoire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez, abonnez-vous pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci. Prenez le popcorn. L'histoire commence maintenant. Pour comprendre l'ampleur de cet instant dans le vignoble, il faut remonter quelques semaines en arrière, à une époque où le mas des lavandes fonctionnait avec la précision silencieuse d'une horloge arrêtée. La demeure, une imposante construction de pierre et de verre qui dominait la vallée, n'était pas un foyer, mais un mausolée érigé en l'honneur d'une mémoire proscrite. Chaque matin, le soleil tentait de se frayer un chemin à travers les lourds rideaux de velours qui habillaient les fenêtres, mais sa lumière était toujours vaincue, réduite à de timides rayons qui parvenaient à peine à éclairer la poussière suspendue dans l'air. Les couloirs, vastes et revêtus de marbre froid, renvoyaient l'écho de pas qui n'étaient jamais joyeux. L'odeur de cire d'abeilles et de fleurs coupées, au lieu d'évoquer la vie, ressemblait au parfum artificiel d'une chapelle funéraire, un effort constant pour masquer l'arôme de stagnation et de peine qui imprégnait chaque recoin de ce lieu aussi luxueux que désolé. Le personnel de maison avait intériorisé les règles non écrites de la maison avec une discipline quasi militaire. Ils se glissaient dans les pièces comme des ombres, leurs chaussures doublées de feutre pour ne pas perturber le silence sacré. Les conversations étaient des chuchotements. Les portes se fermaient avec un soin révérencieux, et les ordres s'exécutaient avec une efficacité qui éliminait tout besoin d'interaction humaine. La paix qui régnait dans le manoir n'était pas la sérénité, mais la quiétude de l'absence. Un calme imposé par la peur de réveiller une douleur que tous savaient tapie sous la surface. C'était l'ordre parfait d'un monde figé où chaque objet avait sa place assignée et chaque émotion était rigoureusement supprimée. Toute once de spontanéité, tout rire accidentel ou tout geste trop vif était perçu comme une transgression, un manque de respect au deuil perpétuel que Thibaut avait décrété sans mots. Au cœur de cet univers contrôlé se trouvait le bureau de Thibaut, sa véritable forteresse. C'était une pièce sombre, revêtue de boiseries d'acajou et d'étagères remplies de livres que personne ne lisait. Là, derrière un imposant bureau, il se réfugiait du chaos de ses propres sentiments. Il se plongeait dans des feuilles de calcul, des rapports de production et des stratégies de marché avec une concentration fébrile, trouvant du réconfort dans la logique froide et implacable des chiffres. Les vignobles, la cave, l'empire familial étaient devenus son alibi parfait, une excuse pour ne pas être présent, pour ne pas avoir à affronter les yeux vides de ses filles. Il croyait, ou s'obligeait à croire, que son devoir de père consistait à assurer leur avenir matériel, sans se rendre compte qu'en bâtissant un héritage de richesse, il démolissait les fondations émotionnelles de sa propre famille, brique par brique, jour après jour. Son rôle de père s'était réduit à une série de rituels mécaniques et distants, dépourvus de toute chaleur. Chaque soir, avant le dîner, il faisait une brève visite à la salle de jeu des fillettes, un espace énorme et aseptique qui ressemblait plus à l'étalage d'un magasin de jouets de luxe qu'à la chambre de 2 enfants de 6 ans. Il restait debout sur le seuil, les observant sans jamais entrer complètement. Elisa et Isabelle, identiques dans leur beauté fragile et leur aura d'abandon, étaient généralement assises par terre, entourées de poupées de porcelaine et de constructions complexes, avec lesquelles elles interagissaient sans émettre un seul son, sans une étincelle de joie dans le regard. Il leur adressait une question préparée. « Tout va bien, mes petites ?» Et elles hochaient la tête d'un léger mouvement, sans lever les yeux. Pour Thibaut, cette quiétude était la confirmation que son système fonctionnait, qu'elles étaient en sécurité. Il ne voyait pas le silence, il voyait l'obéissance. La chambre des fillettes était l'épicentre de la tragédie silencieuse de la famille. Les murs peints dans des tons pastels et les meubles d'un blanc immaculé créaient une atmosphère de pureté irréelle. Mais les jouets, bien que chers et abondants, restaient dans un ordre presque parfait, comme s'ils avaient peur d'être utilisés, de créer du désordre, de provoquer la vie. Les fillettes ne jouaient pas. Elles exécutaient des mouvements répétitifs avec leurs poupées, les coiffant encore et encore ou les habillant avec une lenteur exaspérante.
Il n'y avait ni bagarre, ni cris, ni course. Il n'y avait rien de ce qui définit l'enfance. Leur comportement était le reflet parfait de l'ambiance de la maison. Une retenue antinaturale, une répression de tous les élans vitaux. Elles étaient deux petites statues de porcelaine dans une vitrine en or, belles, intactes et complètement brisées à l'intérieur, attendant que quelqu'un ose briser le verre. Il y avait des signes, de petits appels à l'aide que Thibaut, dans son aveuglement volontaire, refusait d'interpréter. À table, les fillettes touchaient à peine la nourriture que la cuisinière leur préparait avec soin. Elles poussaient les petits pois dans l'assiette avec la fourchette, construisant de petits monticules verts sans presque rien porter à la bouche. La gouvernante, une femme sévère et efficace, lui en faisait part avec une note d'inquiétude dans son rapport quotidien. Mais Thibaut attribuait cela à des caprices enfantins. Plus alarmante était leur incapacité à soutenir son regard. Quand il leur parlait, leurs yeux se détournaient vers un point indéfini du mur ou du sol, comme si sa présence était trop intense, trop douloureuse à supporter. C'était une déconnexion subtile, mais profonde, une barrière invisible qu'elles avaient érigée pour se protéger de lui. L'architecte de leur prison émotionnelle, le plus grand des tabous. La blessure qui suppurait au centre de leur vie était le nom de leur mère, Sophie. Toute mention, aussi innocente fût-elle, était reçue par un silence dense et coupant. Si un nouvel employé, ignorant des règles, commentait à quel point madame aimait telle ou telle fleur, Thibaut le fusillait du regard et changeait de sujet avec une brusquerie glaçante. Les fillettes, en entendant le nom interdit, se recroquevillaient visiblement comme si un courant d'air glacial avait traversé la pièce. Ils croyaient les protéger de la douleur du souvenir. Mais ce qu'ils faisaient en réalité, c'était transformer leur mère en un fantôme, en une présence innommable, dont l'amour s'était transformé en une source de peur et de honte. Ils leur enseignaient que ce souvenir était dangereux, qu'aimer celle qui n'est plus là était une erreur. C'est dans cet environnement étouffant qu'Hélène Duval fit son apparition, embauchée par une agence pour pourvoir un poste au sein du personnel de ménage. Durant ces premières semaines, elle fut peu plus qu'une ombre, une figure anonyme vêtue d'un uniforme gris qui se déplaçait dans la maison avec la même discrétion que les autres. Personne ne lui prêta une attention particulière. Pour Thibaut, ce n'était qu'un nom sur une fiche de paye. Pour la gouvernante et le reste du personnel, c'était une nouvelle venue qui devait encore apprendre la carte complexe des silences et des interdictions du manoir. Hélène, de son côté, observait, voyait les rideaux toujours fermés, remarquait la nourriture intacte dans les assiettes, qu'elle retirait de la table et sentait le manque d'air oppressant dans chaque pièce qu'elle nettoyait. Elle ne jugeait pas, mais elle ressentait le poids d'une tristesse qu'on ne pouvait pas enlever avec un chipon-fond et un produit de nettoyage. Dans ses tâches quotidiennes, Hélène commença à introduire de petits actes de rébellion, presque imperceptibles. En nettoyant le salon principal, elle ouvrait les rideaux de quelques centimètres de plus que nécessaire, permettant à un rayon de soleil rebelle de se glisser et de danser sur le parquet. En passant devant un vase, elle réarrangeait les fleurs avec une délicatesse qui les faisait paraître plus vivantes. Un jour, alors qu'elle nettoyait la salle de jeu, elle s'arrêta un instant pour observer un portrait de Sophie avec les fillettes, une image rayonnante de bonheur qui contrastait brutalement avec la réalité. Au lieu de détourner le regard, comme tout le monde, elle sourit légèrement au portrait, un geste intime et silencieux de reconnaissance. C'étaient des actes minuscules, insignifiants pour quiconque. Mais dans cet écosystème de répression, chacun d'eux était comme une graine plantée en terre aride, attendant l'occasion de germer et de briser le béton. Ainsi était la vie au Mas des Lavandes, avant cet après-midi doré dans le vignoble, une pièce de théâtre parfaitement chorégraphiée sur le déni. Thibaut vivait plongé dans l'illusion que le contrôle absolu était une forme d'amour, que le silence était synonyme de paix, et que l'isolement était le seul remède possible pour le cœur brisé de ses filles. Il avait construit une forteresse pour les protéger du monde extérieur, sans se rendre compte que le véritable danger n'était pas dehors, mais à l'intérieur des murs qu'il avait lui-même érigés. La structure était impeccable, la routine infaillible et le silence total. Tout était à sa place, fonctionnant selon le plan. Mais le plan était fondamentalement erroné, et il suffisait d'une étincelle, d'un simple rire enfantin, pour que tout l'édifice construit sur des fondations de douleur et de peur s'effondre. Après la révélation dans le vignoble, Thibaut ne dit rien, ne confronta pas Hélène, n'interrogea pas ses filles. Il rentra au manoir et s'enferma dans son bureau, mais pour la première fois en 3 ans, il ne trouva aucun réconfort dans les chiffres ni dans les rapports. L'image des rires de ses filles se répétait dans son esprit comme un film en boucle, un miracle qu'il ne savait comment interpréter. Le lendemain, il commença à observer. Depuis la pénombre de son bureau,
À travers les portes entr'ouvertes, il espionnait Hélène pendant qu'elle travaillait. Il la voyait se déplacer dans la maison, non pas comme une employée accomplissant une tâche, mais comme quelqu'un qui habitait les espaces avec une intention silencieuse. Il la voyait s'arrêter pour redresser un tableau, pour nettoyer avec une délicatesse inhabituelle l'une des photographies de Sophie, qui restait encore sur les étagères, ou simplement pour regarder par la fenêtre vers les vignobles, comme si elle partageait un secret avec le paysage. C'étaient des gestes, minuscules, mais en eux, Thibaut commença à percevoir une présence, une chaleur que sa maison avait perdue il y a longtemps. Le lien d'Hélène avec les fillettes ne fut pas construit par de grands gestes, mais par la patience d'un jardinier qui prend soin de 2 pousses fragiles. Il se forgea dans les moments interstitiels de la journée, dans les espaces que personne d'autre ne semblait valoriser. Pendant qu'elle pliait le linge propre dans la buanderie, elle leur racontait des histoires d'étoiles qui étaient les yeux des gens qui nous veillent depuis le ciel. Quand elle leur brossait les cheveux le matin, un devoir que la gouvernante exécutait généralement avec une efficacité mécanique, Hélène le transformait en un rituel de caresse, démêlant les nœuds avec une douceur qui semblait défaire aussi les nœuds qu'elles avaient dans l'âme. Elle ne leur posait pas de questions directes sur leur mère, mais parlait des fleurs du jardin, de celles qui étaient les préférées de Sophie, avec une naturelle qui redonnait à la mémoire sa couleur, la dépouillant du deuil et du tabou. Hélène n'essayait pas de combler un vide, elle arrosait simplement la terre sèche autour d'elle, attendant que la vie germe à nouveau d'elle-même. La première brèche dans la digue du silence fut presque un murmure. Un après-midi, pendant qu'Hélène nettoyait les vitres de la grande baie vitrée du salon, Isabelle s'approcha d'elle par derrière et, d'une petite voix à peine audible, lui demanda « Tu crois que maman aimerait ce dessin ?» Elle tenait dans ses mains un papier avec un soleil souriant et 2 petites figures se tenant la main. Hélène se retourna, s'agenouilla pour être à sa hauteur et regarda le dessin avec une solennité grave. « Je suis sûre qu'elle l'adorerait, » répondit-elle. « Surtout parce que c'est toi qui l'as fait. » À ce moment, la cuisinière traversa le salon et resta paralysée en entendant la voix de la fillette. La nouvelle courut dans la maison comme une traînée de poudre, un murmure d'étonnement et de méfiance. Une des fillettes avait parlé, et elle ne l'avait pas dite à son père ni à sa gouvernante, elle l'avait dite à l'employé de maison. L'ordre établi commençait à trembler. Élisa, toujours plus introvertie, montrait son attachement d'une manière différente, plus silencieuse, mais tout aussi profonde. Elle commença à suivre Hélène dans la maison comme une petite ombre. Si Hélène nettoyait la bibliothèque, Élisa s'asseyait dans un coin avec un livre sans le lire, se contentant de l'observer. Le matin, avant que quiconque ne se réveille, elle déposait une petite fleur sauvage cueillie dans le jardin près de la porte de la modeste chambre d'Hélène, dans l'aile du personnel. C'était un cadeau anonyme, une offrande secrète que seules elles deux comprenaient. Pour Élisa, Hélène était devenue un phare, un point de calme dans l'océan de sa tristesse. Sa présence n'exigeait pas de mots, ne la forçait à rien. Elle était simplement là, une constante sereine et chaleureuse qui lui permettait, pour la première fois depuis des années, de se sentir en sécurité, sans avoir besoin de se cacher derrière un mur de silence. Cet attachement silencieux était encore plus éloquent que les mots de sa sœur. Ces transformations ne passèrent pas inaperçues pour le reste du personnel, notamment pour mademoiselle Fournier, la gouvernante, une femme d'âge moyen, rigide et stricte en matière de protocole, qui avait interprété le silence des fillettes comme une forme de discipline réussie. Elle voyait l'influence croissante d'Hélène non pas comme un miracle, mais comme une dangereuse subversion de l'ordre. Le rire dans le jardin, les chuchotements dans les couloirs, les fleurs devant la porte, tout cela était, à ses yeux, une preuve que l'employé outrepassait ses fonctions, créant une familiarité inappropriée qui minait son autorité. Elle commença à surveiller Hélène avec une hostilité à peine dissimulée, notant chaque interaction dans son esprit, chaque sourire partagé, chaque geste d'affection, se préparant à présenter un rapport détaillé à Thibaut sur la conduite inappropriée qui menaçait la fragile stabilité de la maison. Le rapport arriva sur le bureau de Thibaut un après-midi, présenté par mademoiselle Fournier avec un air de grave préoccupation. Le document détaillait avec une précision quasi clinique comment Hélène distrayait les fillettes de leur routine, comment elle encourageait un comportement indiscipliné et comment son excessive familiarité pouvait être préjudiciable à leur développement émotionnel. Le Thibaut d'il y a quelques semaines aurait agi immédiatement, convoquant Hélène dans son bureau pour lui rappeler froidement sa place et ses obligations. Mais l'homme qui lut ce rapport était différent. L'image du vignoble restait gravée sur sa rétine. Il vit dans les mots de la gouvernante non pas une préoccupation genuine, mais la peur d'un système ancien d'être remplacé par quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne comprenait pas.
Pour la première fois, il douta de ses propres règles, plia le rapport, le rangea dans un tiroir et dit « J'en tiendrai compte ». Son inaction fut une décision en soi, une petite fissure dans son armure de contrôle. Une nuit, un cri étouffé réveilla Hélène. Il venait de la chambre des fillettes. Sans y penser à deux fois, elle se leva et courut dans le couloir silencieux. Elle trouva Elisa assise sur le lit, tremblante, les yeux grands ouverts par la terreur d'un cauchemar. Isabelle pleurait en silence à ses côtés. La gouvernante, dont la chambre était plus proche, ne s'était pas réveillée. Hélène n'alluma pas la lumière principale. Elle s'assit sur le bord du lit et commença à leur parler à voix basse, leur racontant une histoire sur une forêt enchantée où les arbres protégeaient les enfants perdus jusqu'à ce que le soleil se lève. Elle caressa le front d'Elisa jusqu'à ce que ses tremblements cessent et prit la main d'Isabelle jusqu'à ce que ses larmes sèchent. Elle resta là dans la pénombre jusqu'à ce qu'elles se rendorment toutes les deux, sentant pour la première fois depuis longtemps la chaleur d'une présence protectrice dans l'obscurité. Depuis la porte entr'ouverte, Thibaut vit tout, ressentant un mélange de gratitude et une profonde et douloureuse honte de ne pas avoir été lui. Mademoiselle Fournier, sentant que son avertissement avait été ignoré, décida de prendre des mesures plus directes. Utilisant son autorité sur les horaires des fillettes, elle commença à orchestrer une campagne de séparation subtile mais efficace. Elle programma des heures où Hélène était assignée au nettoyage de l'aile des chambres. Elle interdit aux fillettes d'entrer dans la cuisine ou la buanderie, alléguant que c'étaient des lieux de travail dangereux. C'étaient des barrières invisibles, des règles d'apparence logique, mais conçues dans un seul but, couper le lien qui se formait. Hélène se retrouva soudain avec des occasions d'interagir avec les fillettes réduites à de fugaces croisements dans les couloirs, toujours sous le regard vigilant de la gouvernante. La maison qui avait commencé à respirer redevenait une prison, et Hélène comprit que sa position était plus fragile qu'elle ne l'avait imaginé. La réaction des fillettes à cette nouvelle séparation fut immédiate et désolante. La lumière qui avait commencé à briller dans leurs yeux s'atténua à nouveau. Pendant les leçons avec mademoiselle Fournier, elles retrouvèrent leur état d'apathie, répondant par des monosyllabes ou simplement par le silence. La nourriture restait à nouveau dans les assiettes. Un après-midi, dans un acte de rébellion ouverte, Isabelle refusa de faire ses devoirs et demanda avec une clarté défiante « Où est Hélène ?» La question flotta dans l'air tendu de la salle d'études, une bombe que la gouvernante ne sut comment désamorcer. Pour Thibaut, qui écoutait les discussions depuis son bureau, le comportement de ses filles était la preuve définitive. Ce n'était pas Hélène qui les changeait, c'était l'absence d'Hélène qui les ramenait à l'obscurité. L'expérience de la gouvernante échouait lamentablement et démontrait, sans l'ombre d'un doute, que la connexion qu'elles avaient forgée était réelle et nécessaire. La tension atteignit un nouveau niveau lorsqu'il sonna un jeudi après-midi. C'était Madame Régina Lefebvre, la mère de Thibaut, pour son appel hebdomadaire de contrôle. Sa voix, toujours impeccable et coupante, avait un tranchant d'acier. « Thibaut, des rumeurs inquiétantes me sont parvenues, » dit-elle sans préambule. « On dit qu'une des employées prend trop de liberté avec mes petites filles. J'espère que tu sauras mettre de l'ordre. Il faut rappeler à chacun sa place. Les gens de maison sont là pour servir, pas pour jouer à être de la famille. » Il était évident que mademoiselle Fournier, loyale à l'ancien régime, avait trouvé une alliée plus puissante. La menace n'était plus interne, elle venait maintenant de la matriarche de la famille. Une femme dont l'opinion Thibaut n'avait jamais osé contredire. L'appel se termina, mais ces mots résonnèrent dans le bureau comme une sentence. Ce même soir, le manoir semblait plus silencieux et oppressant que jamais. Hélène, consciente de l'hostilité qui l'entourait, se sentait isolée et vulnérable. Elle savait que le moindre faux pas pourrait lui coûter son emploi et, pire encore, l'éloigner des fillettes qui avaient commencé à guérir sous ses soins. Alors qu'elle passait par le couloir de l'aile des chambres pour se retirer dans sa chambre, elle s'arrêta devant la porte des jumelles. La règle de la gouvernante était claire. Elle ne devait pas s'approcher. Mais au lieu de passer son chemin, Hélène s'appuya contre le mur adjacent et commença à fredonner très doucement l'une des berceuses qu'elle leur chantait en secret, une mélodie douce et mélancolique qui parlait de bateaux de papier naviguant vers les étoiles. De l'autre côté de la porte, le silence fut rompu par le son de deux petites voix qui tentaient timidement de suivre la mélodie. À l'autre bout du couloir, caché dans l'ombre, Thibaut observait la scène, et en lui la bataille entre le devoir filial et l'amour de père atteignait son point le plus critique. Il savait que le temps d'observer était terminé. Il devait prendre une décision, et cette décision changerait tout pour toujours. L'arrivée de Madame Régina Lefebvre au Mas des Lavandes fut comme l'arrivée d'un front froid en plein été. Sa voiture,
Une berline allemande d'un gris métallique, aussi sévère que son expression, s'arrêta devant l'entrée principale, avec une précision millimétrique. Ce n'était pas une visite, c'était une inspection. Une femme de 70 ans, droite, et vêtue d'un tailleur en lin impeccable, qui semblait insensible à la poussière du chemin, descendit du véhicule avec l'autorité d'une reine, visitant une lointaine colonie. Son regard parcourut la façade de la maison, les jardins, et finalement se posa sur son fils Thibaut, qui l'attendait sur le seuil. Il n'y eut pas d'étreinte chaleureuse, juste un baiser fugace sur la joue, un geste plus formalité qu'affection. L'air même sembla s'épaissir, chargé du poids de son jugement silencieux, et la fragile atmosphère de vie qui avait commencé à fleurir dans le manoir se contracta, se préparant à la gelée. Sa première observation critique ne tarda pas à arriver. Depuis la fenêtre du salon, une tasse de thé intacte à la main, elle fut témoin d'une scène dans le jardin qui la fit froncer les sourcils d'une désapprobation presque imperceptible, mais cinglante. Hélène et les fillettes étaient assises sur la pelouse, confectionnant une petite couronne de marguerites. Élisa, avec une tache de terre sur la joue, riait en essayant de placer la couronne sur la tête de sa sœur. C'était une image d'innocence pure, d'une joie simple et désordonnée. Pour Madame Régina, cependant, c'était l'image vivante du chaos, une preuve irréfutable de la rupture des normes. Elle vit ses petites filles, les héritières du nom Lefebvre, se rouler dans l'herbe comme des paysannes, et une employée encourageant une familiarité qu'elle considérait dangereuse et complètement déplacée. Elle se tourna vers Thibaut et, d'une voix douce comme du velours, mais tranchante comme du verre, elle décréta « La discipline semble s'être beaucoup relâchée ici, mon fils. » Cette première estocade n'était que le début d'une campagne de pression subtile, mais implacable. Pendant le dîner, Madame Régina dirigea la conversation avec l'habileté d'un général, posant des questions insidieuses sur la routine des fillettes, sur leurs études, sur la gestion du personnel. Chaque question était une critique voilée. Et cette femme, Hélène, quelle qualification a-t-elle exactement pour influencer l'éducation de mes petites filles ? Demanda-t-elle en coupant son steak avec une précision chirurgicale. Elle n'attendait pas de réponse. Elle semait le doute dans l'esprit de Thibaut, lui rappelant son devoir envers le lignage, envers les apparences. Elle lui parlait de la place que chacun devait occuper, de l'importance de maintenir les distances pour que le respect ne s'érode pas. Chaque mot était une brique de plus dans le mur qu'elle tentait d'ériger entre Hélène et les fillettes, un mur construit avec le mortier de la tradition et de la peur du « qu'en dira-t-on ». Thibaut se retrouva pris dans un feu croisé émotionnel qui le paralysait. D'un côté, la voix de sa mère résonnait dans sa tête. Une mélodie autoritaire à laquelle il avait appris à obéir dès le berceau, elle représentait l'ordre, le contrôle, le monde prévisible qu'il avait lui-même tenté d'imposer chez lui. Ses arguments sur la discipline et les apparences touchaient une corde sensible, celle de l'héritier d'un empire qui ne pouvait se permettre de montrer de faiblesse. Mais d'un autre côté, il y avait la preuve irréfutable de ses propres yeux, les rires de ses filles, l'éclat retrouvé dans leurs regards, leurs premiers mots après des années de silence. Chaque fois qu'il regardait Élisa et Isabelle, il voyait le résultat tangible de l'influence d'Hélène, une guérison qu'aucun thérapeute, ni aucune routine stricte, n'avait réussi. Il était déchiré entre l'homme qu'il avait été élevé à être et le père qu'il aspirait désespérément à devenir. Hélène, avec son intelligence émotionnelle aiguë, sentit le changement d'atmosphère immédiatement. La présence de Madame Régina était une ombre qui se projetait sur chaque recoin de la maison. Elle sentait son regard évaluateur la suivre dans les couloirs. Elle remarquait que les conversations du personnel cessaient brusquement lorsqu'elle entrait dans une pièce. La gouvernante, Mademoiselle Fournier, maintenant enhardie par le soutien de la matriarche, avait retrouvé son ancienne rigidité, interrompant toute interaction entre Hélène et les fillettes avec des excuses sur les horaires et les devoirs. Hélène comprit qu'elle ne luttait plus seulement contre la tristesse de la maison, mais contre un système de pouvoir établi qui la voyait comme une anomalie, une pièce qui ne s'insérait pas dans sa machinerie parfaitement ordonnée. Elle se déplaçait avec plus de prudence, consciente que chaque geste d'affection envers les fillettes était désormais un acte de subversion qui pouvait tout lui coûter. Les fillettes, comme des sismographes sensibles à la moindre vibration émotionnelle, réagirent à la présence de leur grand-mère par un repli instinctif. La spontanéité et la joie qu'elles avaient commencé à montrer s'évanouirent, remplacées par une version miniature de la quiétude d'antan. À table, elle baissait à nouveau le regard, répondant aux questions de Madame Régina par des monosyllabes à peine audibles. Elles cessèrent de courir dans les couloirs, et leurs rires s'éteignirent, redevenus des chuchotements.
Elles cherchaient Hélène du regard, comme si elles avaient besoin de confirmer que leur ancre de sécurité était toujours là, au milieu de la tempête. Leur recul fut la preuve la plus douloureuse et éloquente pour Thibaut. L'ordre que sa mère était venue restaurer était, en réalité, le même poison qui les avait presque détruites. La présence de leur grand-mère n'apportait pas la paix, mais le souvenir de la prison dont elle commençait à peine à s'échapper. Le conflit se matérialisa par un incident, petit mais significatif, un après-midi à la bibliothèque. Hélène avait trouvé un vieux livre de contes qui avait appartenu à Sophie et le lisait à voix basse aux fillettes assises dans un coin. Madame Régina entra dans la pièce et, en entendant la voix d'Hélène, s'arrêta net. « Ce livre est inapproprié », dit-elle avec une froideur qui glaça l'air. « Il appartient à leur mère. Vous ne devez pas le toucher. » Elle s'approcha, prit le livre des mains d'Hélène et le remit sur l'étagère d'un geste définitif. Les fillettes ont leur propre livre, ceux que je leur ai moi-même achetés. La cruauté de l'acte ne résidait pas dans les mots, mais dans l'intention. Effacer toute connexion avec le passé qui n'était pas sous son contrôle. Leur arracher un morceau de leur mère qu'elles venaient de retrouver. Les fillettes ne pleurèrent pas. Elles restèrent simplement immobiles avec une expression de désolation qui brisa l'âme de Thibaut, qui avait tout observé depuis la porte. Cet incident aiguisa le conflit moral le plus profond de Thibaut. Il trahissait la mémoire de Sophie en permettant à une autre femme de s'approcher si près du cœur de ses filles. L'accusation implicite de sa mère le rongeait de l'intérieur. La nuit, dans la solitude de son bureau, il regardait le portrait de son épouse défunte, une femme vibrante et pleine de vie, et se demandait ce qu'elle penserait de tout cela. Verrait-elle Hélène comme une usurpatrice ou comme la sauveuse de ses filles? Il se sentait coupable de ne pas avoir su les consoler. Lui-même, coupable d'avoir eu besoin d'une étrangère pour faire le travail qui lui revenait en tant que père. Son deuil était devenu une armure si lourde qu'elle l'empêchait d'embrasser ses propres filles. Et maintenant, la peur de profaner le souvenir de son épouse s'ajoutait à la charge, menaçant de l'écraser complètement. Cependant, ce fut un geste d'Hélène qui commença à démanteler ce doute douloureux. Quelques jours plus tard, alors qu'il marchait dans le jardin, Thibaut l'entendit parler aux fillettes près du rosier que Sophie avait planté. Elle ne racontait pas une histoire. Elle leur décrivait avec une naturelle étonnant comment leur mère choisissait les plus belles roses pour décorer la maison. Comment elle aimait l'odeur de la terre humide après la pluie. Elle parlait de Sophie non pas comme d'un fantôme ou d'un tabou, mais comme d'une présence vivante et chaleureuse, une partie intégrale et heureuse de leur vie. Hélène ne remplaçait pas Sophie. Elle la maintenait en vie, tissant son souvenir dans le présent d'une manière qu'il n'avait jamais été capable de faire. À ce moment, Thibaut comprit que la véritable trahison envers son épouse n'était pas de permettre à ses filles d'aimer quelqu'un d'autre, mais de laisser son souvenir devenir une source de douleur et de silence. La patience de Madame Régina, cependant, s'était épuisée. Ce même soir, après que les fillettes se soient couchées, elle accula Thibaut dans son bureau. Elle ferma la porte derrière elle, un geste qui indiquait que la conversation n'admettrait aucune interruption. « Cela est allé trop loin, Thibaut », déclara-t-elle. Sa voix, dépourvue de toute chaleur. Cette femme crée une fantaisie dangereuse dans la tête des fillettes et sape l'autorité de cette maison. Ou tu la renvoies demain même, ou je serai obligé d'intervenir d'une manière qui ne te plaira pas. Il s'agit du bon nom de cette famille, de protéger mes petites filles d'influence indue. Le choix est tien, mais ne fais pas semblant que je ne t'ai pas averti. La menace était explicite, un ultimatum qui l'obligeait à choisir entre la loyauté envers sa mère et le bien-être de ses filles. Thibaut, dépassé par la pression, n'eut pas la force de l'affronter à ce moment-là. Il se réfugia dans l'évasion, dans la réponse de l'homme d'affaires qui gagne du temps. « Maman, je comprends ta préoccupation », dit-il en évitant son regard. « Je vais y réfléchir attentivement. Je ne prendrai pas de décision hâtive. » Sa réponse fut faible, une tentative désespérée de repousser l'inévitable. Madame Régina le regarda avec un mélange de déception et de supériorité, comme si elle savait que sa volonté finirait par s'imposer, comme elle l'avait toujours fait. Elle quitta le bureau le laissant seul avec l'écho de sa menace et le poids d'une lâcheté qui lui brûlait l'estomac. Il savait que son inaction était en soi une décision, une trahison envers la petite étincelle d'espoir qu'il avait vue naître dans les yeux de ses filles. La tension dans la maison était devenue insupportable, une corde sur le point de rompre. Le point de rupture arriva le lendemain d'une manière inattendue et dévastatrice. Thibaut passait par le couloir de l'aile du personnel lorsqu'il entendit la voix de sa mère, froide et tranchante, provenant de la petite chambre d'Hélène. La porte était entr'ouverte. Il vit sa mère debout devant Hélène, qui était assise sur le bord de son humble lit. « J'espère que vous comprenez que votre présence ici n'est plus nécessaire ni souhaitée.
disait Madame Regina. On vous paiera une généreuse indemnité pour votre silence. Faites vos bagages. Une voiture vous attendra dans 1 heure. À cet instant, Thibaut vit Isabelle, qui avait suivi sa grand-mère en secret, debout près de la porte, le visage baigné de larmes silencieuses. La fillette leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent ceux de son père, et en eux il n'y avait pas seulement de la tristesse, mais une accusation, une question muette, qui le déchira. « Vas-tu la laisser partir ?» Ce regard fut le catalyseur final. Le monde des affaires, les traditions familiales et la peur de la confrontation s'évanouirent, ne laissant qu'une vérité élémentaire et accablante. Son devoir de père. Il retourna à son bureau, mais pas pour se cacher. Il s'arrêta devant le portrait de Sophie, et pour la première fois en 3 ans, il ne vit pas une épouse perdue, mais la mère de ses filles. Il lui sembla voir dans ses yeux peints la même question qu'il venait de voir dans ceux d'Isabelle. La douleur dans sa poitrine se transforma non plus en une peine paralysante, mais en une force furieuse et claire. La bataille interne était terminée. Il n'y avait plus de doute, plus de peur, plus d'hésitation. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Il ouvrit la porte de son bureau et marcha d'un pas ferme dans le couloir, en direction de la chambre d'Hélène, non pas comme l'héritier d'un empire, mais comme un père prêt à faire la guerre pour le cœur de ses filles. Le dîner de ce soir-là n'était pas une rencontre familiale, mais un tribunal silencieux. La salle à manger, avec sa longue table en acajou poli et son lustre en cristal, suspendu comme un soleil glacé, s'était transformée en un champ de bataille. À une extrémité, Madame Regina présidait la table avec la posture rigide d'un juge, son silence plus éloquent que n'importe quel cri. De l'autre, Thibaut se sentait comme un accusé, incapable de lever les yeux de son assiette. Et au centre, comme le cœur vulnérable de la dispute, se trouvaient Hélène et les fillettes, mangeant avec une lenteur délibérée, sentant chacun des regards furtifs qui se croisaient au-dessus de leur tête. Le tintement des couverts contre la porcelaine était le seul son, un métronome qui marquait le pouls d'une tension sur le point d'éclater. Le déclencheur avait été un simple pique-nique dans le jardin cet après-midi, un acte de joie si spontané et désordonné que pour la matriarche, cela équivalait à une déclaration de guerre contre l'ordre et la décence. Finalement, Madame Regina posa ses couverts avec une précision millimétrique. Le son résonna comme un coup de feu dans la quiétude de la pièce. Elle fixa son regard glacial sur Thibaut, ignorant délibérément Hélène. « Thibaut » commença-t-elle. Sa voix était un murmure de soie qui cachait une lame. « Nous avons laissé cette situation s'éterniser trop longtemps. Cette femme, dit-elle en faisant un geste vague en direction d'Hélène, sans se digner de la regarder, remplit la tête des fillettes de fantaisie, confondant leur douleur avec une familiarité inappropriée. Nous ne savons rien d'elle, de ses intentions. Elle pourrait chercher plus qu'un simple salaire. L'accusation flottait dans l'air, vénéneuse et calculée, conçue non seulement pour blesser Hélène, mais pour réveiller chez Thibaut ses peurs les plus profondes. La peur de perdre le contrôle, d'être trompé, de faillir une fois de plus à son devoir de protéger sa famille. Hélène ressentit l'impact des mots comme des pierres. Elle garda le dos droit, le menton haut, mais un tremblement presque imperceptible parcourut ses mains, qui tenaient la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Son premier instinct fut de se défendre, d'expliquer que son seul intérêt était le bien, être de ces 2 âmes brisées qu'elle avait appris à aimer, mais elle savait que toute parole de sa part ne ferait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Au lieu de cela, son regard se détourna vers Élisa et Isabelle. Elle les vit se recroqueviller sur leur siège, leurs petites épaules tombantes, la lumière naissante de leurs yeux s'atténuant à nouveau sous l'ombre oppressive de leur grand-mère. À cet instant, son propre orgueil cessa d'importer. Sa seule peur était que le fragile pont qu'elle avait construit pour que les fillettes traversent de nouveau le monde des vivants soit démoli sous ses yeux, les laissant de nouveau échouer sur la rive du silence et de la désolation. Ce fut alors que se produisit le miracle, un acte de courage aussi petit que transcendantal. Élisa, la plus timide des deux, fit glisser sa chaise en arrière avec un léger grincement. Elle se leva et, avec la solennité de celle qui est sur le point de changer le cours de l'histoire, fit le tour de la table. Elle n'alla pas vers Hélène pour chercher refuge, ni vers sa grand-mère pour supplier. Elle alla directement vers son père, s'arrêta à ses côtés, et sa petite main se posa sur le bras de Thibaut. Il sentit le contact comme une décharge électrique, une ancre au milieu de sa tempête intérieure. La fillette leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et puis, d'une voix claire et ferme, que personne ne lui avait entendu utiliser depuis 3 ans, elle déclara en regardant directement sa grand-mère. Avec Hélène, je n'ai plus si peur la nuit. And then, vidie laces, dosevist, andasis, itranda. Le silence qui suivit ne fut pas tendu.
Il fut sacré. Le silence qui précède la révélation. Les mots d'Elisa tombèrent au centre de la table, comme une pierre dans un lac calme, et les ondes de choc altérèrent tout. Pour Thibaut, cette simple phrase fut plus puissante que n'importe quel argument logique, plus convaincante que n'importe quel rapport de thérapeute. C'était la vérité pure, distillée, exprimée du cœur de la blessure. Je n'ai plus si peur. Dans cette confession, Thibaut n'entendit pas seulement le progrès de sa fille, mais il entendit aussi l'écho de son propre échec. Pendant 3 ans, il avait essayé de construire une forteresse pour contenir la peur, pour découvrir qu'il l'avait construite avec les mêmes briques de la peur. Avec ses histoires murmurées et sa présence sereine, elle avait réussi ce que son argent et son contrôle ne pourraient jamais acheter, une lueur de paix dans l'obscurité de la nuit. Le regard de Madame Regina hésita pour la première fois, surprise par la défense inattendue de sa petite fille. Avant que quiconque ne puisse articuler une réponse, Isabelle, toujours la plus observatrice, ajouta la 2e estocade, sa voix enfantine résonnant d'une sagesse ancestrale. « Et elle nous raconte comment maman voulait que nous apprenions à prendre soin des vignes, dit-elle en regardant son père. Elle dit que maman serait fière. » Cette seconde révélation fut encore plus dévastatrice pour la narration de Madame Regina et pour les doutes de Thibaut lui-même. Il ne s'agissait pas d'une substitution, mais d'une résurrection. Hélène n'effaçait pas la mémoire de Sophie, elle l'honorait, la maintenait en vie de la seule manière qui importait, à travers l'amour et les histoires. Elle transformait un souvenir douloureux et interdit en un héritage de fierté et de connexion. À ce moment, Thibaut comprit que le véritable sacrilège n'était pas de permettre à une autre femme d'aimer ses filles, mais de condamner son épouse défunte à l'oubli du silence. Le monde intérieur de Thibaut se réorganisa en un instant. Le brouillard du doute, de la culpabilité et de la loyauté filiale se dissipa, laissant derrière lui une clarté absolue et aveuglante. Il se leva. Le mouvement fut lent, chargé d'une autorité qui ne venait pas de son nom de famille ni de son compte bancaire, mais de la conviction inébranlable d'un père qui comprend enfin quel est son véritable devoir. Il regarda sa mère et pour la première fois de sa vie, il ne vit pas la matriarche à qui il devait obéir, mais simplement une femme dans l'erreur, prisonnière de ses propres règles rigides. La peur de la décevoir, une peur qu'il avait gouvernée pendant 40 ans, s'évapora, remplacée par une force tranquille et féroce. Il savait que les mots qu'il était sur le point de prononcer briseraient les fondations de sa famille. Mais il savait aussi que c'étaient les seuls mots qui pourraient commencer à construire un véritable foyer. « C'est fini, maman », dit-il. Et sa voix, bien que calme, résonna avec une puissance qui fit retenir leur souffle à tous autour de la table. « Pendant 3 ans, j'ai géré cette maison et le deuil de mes filles, comme si c'était l'une de mes entreprises, avec contrôle, avec distance, avec peur du désordre. Et j'ai échoué lamentablement. » La confession publique de son échec fut son premier acte de véritable force. Il se tourna vers Hélène et son regard n'était plus celui d'un patron évaluant une employée, mais celui d'un homme qui reconnaît une dette impayable. Hélène ne va nulle part, elle reste, mais pas comme une employée à qui l'on peut rappeler sa place. Elle reste comme la personne qui a réussi ce que je n'ai pas pu faire, rendre la voix à mes filles. Elle reste comme une partie essentielle de la guérison de cette famille. Chaque mot était un coup de marteau contre la vieille structure, un point de non-retour. La décision était prise, la ligne franchie pour toujours. Thibaut s'approcha de ses filles et, pour la première fois sans hésitation, les entoura de ses bras, les serrant contre lui dans une étreinte qui était à la fois des excuses et une promesse. Il sentit leur petit corps se détendre contre le sien, un abandon qu'il attendait depuis 3 longues années. Au-dessus de leur tête, son regard rencontra celui d'Hélène. Et dans ce croisement de regards se scella un nouveau pacte, une alliance forgée dans la vérité de 2 fillettes et cimentée dans le courage d'un père. Madame Regina resta assise, son visage un masque d'incrédulité et d'orgueil blessé. Elle avait perdu le contrôle qu'elle avait exercé sur son fils toute sa vie. Il s'était brisé. En un seul dîner, le silence retomba sur la salle à manger. Mais ce n'était plus un silence de tension, mais le silence attentif qui suit un tremblement de terre, lorsque chacun regarde autour de lui pour voir ce qui est resté debout et ce qui s'est écroulé pour toujours. La nuit qui suivit le dîner de l'ultimatum n'apporta pas le sommeil, mais une quiétude étrange et expectante, comme le calme qui s'installe dans l'air juste après le passage de la tempête. Thibaut, errant dans les couloirs de sa propre maison comme un fantôme, se sentait étrangement léger, dépouillé du poids d'une armure qu'il ne savait même pas porter. L'autorité de sa mère s'était évanouie, réduite à un écho sans pouvoir dans son esprit. Cependant, sous cette libération naissante, bouillonnait une panique sourde.
Il avait démoli le seul pilier qu'il connaissait, l'obéissance à la tradition. Et maintenant, il se trouvait debout parmi les décombres de son ancienne vie, sans une carte lui indiquant comment commencer à reconstruire. Il s'arrêta devant la porte de la chambre de ses filles, attiré par un filet de lumière qui s'échappait par le bas. La peur de l'inconnu luttait contre une nouvelle et fragile espérance qui lui murmurait qu'au-delà de cette porte se trouvait la première pierre du nouveau foyer qu'il devait apprendre à édifier. Il poussa la porte avec une délicatesse qui lui était étrangère, et la scène qu'il découvrit à l'intérieur lui coupa le souffle. Hélène ne leur racontait pas une histoire, ni ne chantait une berceuse. Elle était assise par terre sur le tapis, les fillettes blotties de chaque côté, et sur ses genoux reposait un vieil album photo à la reliure en cuir, un album qu'il avait lui-même gardé sous clé dans un tiroir de son bureau, le considérant trop douloureux pour être vu. La lampe de la table de chevet projetait une lumière chaude sur les pages, illuminant des images de Sophie souriante, de jours à la campagne, d'anniversaires et d'étreintes insouciantes. Hélène ne parlait pas. Elle tournait simplement les pages avec une lenteur révérencieuse, permettant aux images de respirer, de raconter leur propre histoire. Les fillettes ne pleuraient pas. Elles observaient les photographies avec une curiosité sereine, leurs petits doigts traçant le contour du visage de leur mère sur le papier, comme si elles tentaient de se souvenir de la texture de sa peau. C'était un rituel de mémoire, non de deuil, un acte d'amour silencieux qui le désarma complètement. Thibaut entra dans la chambre, ses pas amortis par le tapis, et pour la première fois il ne se sentit pas comme le maître de maison, mais comme un intrus dans un sanctuaire. Il s'agenouilla maladroitement à côté d'elle, un geste de soumission qui rompait avec des années de distance et d'autorité. « Que faites-vous » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure rauque. Hélène leva les yeux, et dans ses yeux il n'y avait ni surprise ni peur, seulement une profonde et tranquille compassion. « Nous nous souvenons » répondit-elle avec une simplicité qui le traversa. « On ne peut pas construire un avenir si l'on a peur de regarder le passé. Vos filles n'ont pas besoin d'oublier leur mère, monsieur Lefebvre. Elles ont besoin de la permission de se souvenir d'elle. » La vérité de ces paroles était si simple et si dévastatrice que Thibaut sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Pendant 3 ans, il leur avait refusé cette permission, croyant que l'oubli était une forme de protection, sans se rendre compte que c'était la forme la plus cruelle d'abandon. Ce fut Isabelle qui rompit le silence, sa petite voix claire et sans trace de l'apathie d'antan. Elle montra une photographie de Sophie dans la cuisine avec le visage taché de farine, riant aux éclats. Hélène dit que maman adorait faire des biscuits monstres, expliqua-t-elle en regardant son père comme si elle lui révélait le secret le plus important de l'univers, et qu'elle ne s'en faisait pas si nous nous salissions, parce qu'elle disait que les taches de joie s'enlevaient avec de l'eau et du savon. L'anecdote, si petite et domestique, frappa Thibaut avec la force d'une révélation. C'était un souvenir qu'il avait enfoui sous des couches de douleur. Mais Hélène l'avait déterré et l'avait rendu à ses filles. Non pas comme une triste relique, mais comme un trésor vivant et chaleureux. Il se rendit compte qu'il ne se souvenait de Sophie que sur son lit de malade, dans son absence, alors qu'Hélène leur rendait la Sophie de la vie, celle des rires et de la farine. À cet instant précis, le grand mensonge sur lequel il avait construit son deuil s'écroula. Il ne protégeait pas ses filles de la douleur de la perte, il les privait de la joie du souvenir. En faisant de Sophie un sujet tabou, un fantôme dont le nom ne pouvait être prononcé, il n'avait pas honoré sa mémoire, mais l'avait profanée, transformant l'amour qu'elle ressentait pour elle en une source de peur et de culpabilité. Il avait figé le temps au pire moment de leur vie, les obligeant à revivre encore et encore le jour de la tragédie, au lieu de leur permettre d'avancer, portant avec elle l'héritage de tous les jours heureux qui avaient précédé. Le silence qu'il avait imposé n'était pas la paix, c'était un poison qui les tuait lentement de l'intérieur. Et lui, dans son aveuglement, avait été chargé d'administrer la dose quotidienne, convaincu que c'était le seul remède possible à leur maladie. Alors Elisa, celle qui ne parlait presque jamais, celle qui gardait ses sentiments au plus profond d'elle-même, se tourna vers lui. Ses yeux, identiques à ceux de Sophie, le regardèrent avec une intensité qui le transperça. Sa petite main quitta l'album et se posa sur la sienne. « Ce n'est pas que nous ne voulions pas parler de maman, papa, dit-elle. » Et chaque mot était une goutte de vérité qui tombait sur la terre desséchée de son cœur. « C'est toi qui ne nous le permettais pas. » Elle fit une pause, déglutissant avant de prononcer la phrase qui changerait tout pour toujours. Quand on ne peut pas parler de quelqu'un qu'on aime, c'est comme s'il mourait encore un peu chaque jour, avec Hélène. Maman revient. La révélation fut absolue. Le véritable hommage à son épouse n'était pas de construire un mausolée de silence autour d'elle, mais de permettre à son esprit,
à son amour de la vie, de continuer à couler à travers les rires et les histoires de ses filles. L'impact de cette confession enfantine fut plus brutal que n'importe quelle accusation d'adulte. C'est comme s'il mourait encore un peu, chaque jour. La phrase résonna dans l'esprit de Thibaut, démolissant les dernières défenses de son orgueil, de son déni. La douleur qu'il avait contenue pendant 3 ans avec le travail, le contrôle et la distance le rattrapa enfin. Il se brisa, non pas avec un cri, mais avec un sanglot silencieux et déchirant qui secoua tout son corps. Les larmes, chaudes et amères, jaillirent de ses yeux sans contrôle. Des larmes pour son épouse, pour ses filles, mais surtout pour sa propre et colossale stupidité. Il avait cru être un protecteur, un gardien, alors qu'en réalité, il avait été le geôlier des cœurs des personnes qu'il aimait le plus au monde. Son absence n'avait pas été seulement physique, mais émotionnelle. Une déconnexion si profonde qu'elle avait presque coûté l'âme à ses propres filles. Sans se soucier de sa vulnérabilité, sans se soucier qu'Hélène fût témoin de sa complète capitulation, Thibaut entoura ses filles de ses bras et les serra contre sa poitrine, enfouissant son visage dans leurs cheveux. Cette fois, l'étreinte n'était pas un geste maladroit ou préparé, c'était un acte de pure nécessité, celui d'un homme qui se noie et s'accroche à 2 bouées de sauvetage. « Pardonnez-moi » murmura sa voix brisée par les pleurs. « Pardonnez-moi, mes petites. Vous aviez raison, j'ai tout fait de travers. Pardonnez-moi. » Elles ne répondirent pas par des mots. Elles s'agrippèrent simplement à lui de toute leur force, leurs petits bras entourant son cou. Et dans cette étreinte partagée, dans ce mélange de larmes paternelles et de consolation filiale, les 3 fragments brisés de la famille Lefebvre commencèrent enfin à se ressouder. Hélène se retira discrètement de la chambre, les laissant seuls dans leur bulle de douleur et de rédemption, sachant que son travail là-bas, le plus important, venait de s'achever. Le lendemain matin, il n'y eut aucune confrontation dramatique. Madame Régina Lefebvre descendit les escaliers avec sa valise déjà prête, son visage, un masque impassible, qui ne parvenait pas à dissimuler la rigidité de la défaite. Depuis le hall, elle vit à travers la fenêtre du salon une scène qui confirmait la fin de son règne. Thibaut était dans le jardin, à genoux sur la pelouse humide de rosée, essayant maladroitement d'aider Elisa à lasser ses chaussures, pendant qu'Isabelle lui plaçait une couronne de marguerite dans les cheveux. Ils riaient tous les 3, ils riaient ensemble, une mélodie qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Elle comprit avec une clarté amère que son monde d'ordre, d'apparence et de distance hiérarchique n'avait plus sa place dans cette maison. Sans dire un mot, elle se dirigea vers la porte. Son chauffeur l'attendait. Elle partit comme elle était venue, comme un front froid qui se retire, laissant derrière lui un air plus propre, plus chaud et plein de promesses. Le véritable changement ne se manifesta pas par de grands discours, mais par la plus simple des routines. Ce même matin, la cuisine, qui avait toujours été un territoire fonctionnel et silencieux, se remplit d'un chaos joyeux. Thibaut, les manches de chemise retroussées et une tache de farine sur le nez, tentait de suivre une recette de pancakes qu'il avait trouvée sur Internet, brûlant les 2 premiers et provoquant un nuage de fumée qui fit retentir l'alarme incendie. Elisa et Isabelle, assises sur le comptoir, riaient aux éclats de sa maladresse, battant la pâte avec un enthousiasme qui éclaboussait les murs. Hélène les observait depuis le seuil, une tasse de café entre les mains et un sourire qui illuminait son visage. La lumière du soleil entrait à flots par la fenêtre ouverte, balayant les derniers vestiges de pénombre. La maison n'était plus un musée. Pour la première fois, en 3 longues années de silence, le Mas des Lavandes redevenait un foyer. Les mois qui suivirent la nuit de la révélation ne furent pas une guérison instantanée, mais un apprentissage lent et délibéré pour respirer de nouveau. La transformation du Mas des Lavandes commença par le son des fenêtres s'ouvrant en grand chaque matin, un acte qui aurait été impensable auparavant. Les lourds rideaux de velours furent décrochés et remplacés par de légers voilages qui invitaient la lumière du soleil à danser sur le parquet, balayant les dernières ombres des recoins. Hélène, officiellement promue gouvernante de la maison, ne se déplaçait plus comme une ombre craintive, mais avec l'autorité sereine de celle qui sait que sa place est gagnée de droits émotionnels. Son rire devint la nouvelle bande sonore des couloirs, un son qui encourageait les fillettes à se joindre à elle. Et leurs courses enfantines cessèrent d'être une transgression pour devenir la preuve vivante que la maison avait cessé d'être un mausolée pour enfin commencer à être un véritable foyer. Thibaut, quant à lui, s'engagea dans la tâche la plus difficile de sa vie, désapprendre à être un directeur pour apprendre à être un père. Son agenda, autrefois rempli de réunions et de voyages d'affaires, commença à se remplir d'annotations différentes. Petit déjeuner avec mes princesses, promenade dans le vignoble pour chercher des coccinelles.
construire une forteresse de coussins dans le salon. Il annula des réunions importantes, délégua des responsabilités et pour la première fois, découvrit que l'empire viticole ne s'écroulait pas sans sa surveillance constante. Il passait les après-midi avec Elisa et Isabelle dans les vignobles, non pas pour parler de production, mais pour leur apprendre à distinguer l'arôme de la terre humide, pour leur raconter comment leur mère était capable de savoir, rien qu'en regardant la couleur d'une feuille, si le raisin serait doux cette année-là. Chaque histoire était un fil d'or qui tissait le souvenir de Sophie à nouveau dans la tapisserie de leur vie, transformant l'absence en une présence chaleureuse et constante. La réparation de leur lien ne fut pas un chemin sans embûches. Il y eut des moments de maladresse, des silences inconfortables et de vieilles habitudes qui menaçaient de ressurgir. Mais Thibaut apprit à demander pardon, à admettre qu'il ne savait pas comment faire et à se laisser guider par la sagesse instinctive de ses filles et la patience infinie d'Hélène. Il découvrit la joie dans les petites choses, dans le goût d'un pancake brûlé que ses filles dévoraient comme un mets, dans la chaleur d'une petite main qui cherchait la sienne lors d'une promenade, dans le murmure d'un « Je t'aime papa » avant de dormir. Il cessa d'essayer de contrôler ses sentiments et se permit de les ressentir, partageant avec elle non seulement les rires, mais aussi les larmes occasionnelles, en se souvenant de Sophie. Dans cette vulnérabilité partagée, dans cette honnêteté brutale, il trouva une force qu'il n'avait jamais su posséder, une force qui ne venait pas du pouvoir, mais de l'amour inconditionnel. L'automne arriva, et avec lui la fête annuelle des vendanges, un événement qui, au cours des 3 dernières années, avait été pour Thibaut une obligation sociale vide et douloureuse. Mais cette année, tout était différent. Le domaine ne respirait pas la formalité, mais une joie genuine et contagieuse. Il y avait de la musique, des guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres, et l'odeur du mou fraîchement pressé flottait dans l'air. Au centre de tout, Elisa et Isabelle, vêtues de simples robes blanches, couraient parmi les invités, distribuant de petits verres du premier jus de raisin de la saison, un jus qu'elles avaient elles-mêmes aidé à récolter. Elles n'étaient plus les fillettes fantômes du manoir. Elles étaient les hôtesses, sûres d'elles, souriantes, les joues rosées par l'émotion. Et l'air frais. Elles étaient l'incarnation vivante de la nouvelle récolte, la preuve que la vie, même après les hivers les plus rigoureux, trouve toujours le moyen de germer à nouveau. Au crépuscule, lorsque le ciel se teinta des mêmes tons dorés que cet après-midi qui avait tout changé, Thibaut monta sur une petite scène improvisée. À ses côtés, lui tenant la main, se trouvaient Elisa et Isabelle. Le murmure de la foule se tut. Thibaut regarda les gens, ses employés, ses amis, puis son regard trouva Hélène, debout dans la foule, l'observant avec un sourire teinté de fierté. Sa voix, lorsqu'il parla, était ferme et claire, dépourvue de la formalité de l'entrepreneur. Il ne parla pas de chiffres de production ni de la qualité du millésime. Il parla de sa famille et à la fin, prononça les mots qui scelleraient pour toujours sa transformation. Cette année, j'ai appris que la meilleure récolte n'est pas celle que l'on ramasse de la terre, ni celle qui remplit nos barriques. La meilleure récolte, dit-il en serrant les mains de ses filles, c'est celle qui grandit avec patience et avec amour au cœur d'une famille. La fête se termina. Les lumières s'éteignirent et une paix sereine s'installa de nouveau au domaine. Sur le perron de la maison, sous un manteau d'étoiles, tous les 4 contemplaient la vallée en silence. Ils n'étaient plus un patron, une employée et 2 fillettes brisées. Ils étaient quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui se sentait solide, réel et éternel. Hélène s'appuya légèrement sur l'épaule de Thibaut, un geste naturel qui parlait d'une intimité forgée dans l'adversité et le respect mutuel. Il ne se retira pas. Au lieu de cela, il passa un bras autour des épaules de ses filles, les rapprochant toutes un peu plus. L'héritage des Lefebvre n'était plus écrit dans des titres de propriété ou dans des comptes bancaires. Il s'écrivait à cet instant précis, dans la chaleur de 4 corps unis contre le froid de la nuit, dans la promesse silencieuse d'un avenir où l'amour avait enfin trouvé son foyer.